bonjour à tous et bienvenue donc dans cette édition des GECO sur un sujet brûlant d'actualité qui s'intitule « Sanctionner l'économie d'un pays, une solution ». Donc, vous l'avez vu dans l'actualité récente, on a eu une intervention militaire russe en Ukraine et de nombreuses salves de sanctions qui s'en sont suivies de la part donc, des pays occidentaux. Donc tout cela relance le débat qui est déjà ancien sur le but et l'efficacité des sanctions. Donc quel est leur objectif politique réel? Est-ce qu'elles sont efficaces? Y a-t-il des moyens de contournement? Et moult autres questions que nous allons nous poser ce matin avec des experts de grande qualité que je vais vous présenter tout de suite. Donc Marie Obidzinski qui nous parlera de l'efficacité des sanctions bancaires et financières. Donc Sophie Sidos qui nous donnera son témoignage sur l'effet des sanctions sur les entreprises françaises. Sergueï Gouriev qui nous parlera donc de l'impact des sanctions sur l'économie russe. Et enfin Patrice Geoffron qui fera un focus sur l'efficacité des sanctions en matière énergétique. Alors je vais pour ma part commencer par une rapide introduction justement sur les sanctions, sur la genèse des sanctions économiques. Alors je vais pour ma part commencer par une rapide introduction sur les sanctions, sur la genèse des sanctions économiques. Alors, je vais pour ma part commencer par une rapide introduction. Alors, donc, avec quelques petites réflexions liminaires. Alors, si on revient sur la genèse des sanctions, donc on voit que au départ, avant, disons même la Première Guerre mondiale et depuis l'Antiquité, elles ont été pensées comme faisant partie intégrante de la guerre et donc accompagnant la guerre. Après la Première Guerre mondiale, vous avez eu une sorte de changement de paradigme avec des sanctions qui sont apparues cette fois plutôt comme un substitut à l'action militaire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la guerre, on prenait des sanctions économiques. Alors vous avez une codification de ces sanctions par le droit international public ensuite. Donc, je vous fais l'histoire à grands traits, bien sûr, il faudrait rentrer davantage dans les détails, mais c'est pour vous poser un peu le cadre. Donc vous avez une codification par le droit international public dans le cadre de la Société des Nations à la fin des années 20. Et ensuite, tout cela a été repris par l'ONU au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, dans les années 90, vous avez eu, enfin avant les années 90, vous avez eu la guerre froide où finalement il y a eu assez peu de sanctions économiques qui ont été prises. Et ensuite, dans les années 90, à la faveur de la mondialisation et de la fin de la guerre froide, vous avez eu une montée en puissance des sanctions. Donc on a parlé de décennie des sanctions. Ensuite, dans les années 2000, vous avez eu une nouvelle ère avec l'idée de sanctions plus ciblées, parce que vous avez eu cette idée qui est née aussi que les sanctions pouvaient avoir un impact délétère sur les populations, et donc avec l'idée qu'il fallait des sanctions plus ciblées. Donc on a parlé des sanctions SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définies, pour essayer d'éviter les stratégies de contournement des entités sanctionnées. Et vous avez donc cette question de l'émergence de la question de l'efficacité, enfin vous avez une émergence de cette question de l'efficacité qui a eu lieu. Alors, si je reviens maintenant sur la définition stricte des sanctions, pour vous donner quand même, vous cadrer un peu le débat, il y a une définition que j'aime bien qui est celle d'Ascari et ses co-auteurs. Les sanctions économiques sont des mesures coercitives imposées par un pays ou un groupe de pays à un autre pays, son gouvernement ou des entités individuelles visant à induire un changement de comportement ou de politique. Ces sanctions, elles peuvent être générales ou ciblées, elles peuvent justement de ces sanctions. Vous voyez que depuis 1950, alors je ne sais pas si vous voyez très bien d'ailleurs, mais ce que vous voyez en violet, c'est les sanctions financières, et donc ce que vous voyez, c'est que c'est ces sanctions qui ont connu le plus grand essor et qui sont directement liées à la mondialisation financière et aussi en bleu à la mobilité des personnes. Donc à la faveur de la mondialisation. Donc vous retrouvez à partir des années 90 cette décennie des sanctions et l'explosion ensuite des sanctions qui a suivi.
un autre point pour vous dire que ce qui est aussi important, c'est, quand on parle de sanctions, c'est les objectifs que l'on se fixe. Et en réalité, il n'y a souvent pas un seul, mais plusieurs objectifs, et c'est ça qui rend l'évaluation de l'efficacité des sanctions complexe. En fait, vous avez donc plusieurs objectifs, et c'est notamment ce que théorise Barber en 79, c'est que vous avez des objectifs primaires qui, eux, vont viser une modification du comportement du pays ciblé par les sanctions. Vous avez également des objectifs secondaires donc, qui vont, elles, viser à satisfaire les forces politiques domestiques, c'est-à-dire que le dirigeant va essayer de donner des gages à sa population. Et vous avez des objectifs tertiaires qui sont la promotion de certaines valeurs, par exemple la défense des droits de l'homme, qui sont elles aussi un objectif, bien que des fois, voilà, notamment en termes d'affichage, ça peut être un objectif important. Et donc évaluer l'efficacité, c'est comparer les objectifs et le résultat. Donc d'où l'importance d'avoir un objectif clairement défini et de bien voir qu'il faut prendre tout ce spectre d'objectifs en compte. Et donc on ne peut pas juger de l'efficacité uniquement à l'aune des objectifs primaires. Alors, cette efficacité, elle est débattue. Là aussi, je vais vous faire rapidement, vous présenter rapidement un peu l'état de la littérature. Donc, on a d'abord eu une école un peu pessimiste sur les sanctions, avec la position de Johan Galtung, donc en 67, qui lui parlait des sanctions, notamment sur la Rhodésie, et qui avait montré qu'en fait ces sanctions ne servaient à rien et qu'elles avaient juste permis de renforcer la légitimité du pouvoir politique en place. Donc ça, c'était une première école. Vous avez eu ensuite une école plus optimiste, dans le sillage de personnes comme Hufbauer, Schott ou Elliott, dans les années 80, donc, qui, eux, déjà, on leur doit d'avoir essayé de comptabiliser les sanctions, d'avoir vraiment récolté une base de données pour essayer justement de répertorier l'ensemble des sanctions existantes. Et eux étaient plutôt optimistes. Ils ont conclu que 34% des sanctions prises avaient atteint leurs objectifs, ce qui est plutôt pas mal, enfin, ça fait un tiers des sanctions. Et aujourd'hui, en fait, on oscille un peu entre ces deux. Donc, beaucoup de ces chercheurs reprennent cette méthodologie de l'école de Hufbauer, Schott et Elliott. Et on a, si vous voulez, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a en général une idée qu'il y a à peu près 30% des sanctions qui sont efficaces. C'est ce que montre le Targeted Sanctions Consortium, notamment. Mais vous avez quand même une remise en question et des gens comme Robert Pape qui, lui, vous dit, en fait, ce qui compte, c'est pas du tout les sanctions, mais c'est en réalité la force militaire qui est mise en place et qu'en général, on fait mal le lien entre les moyens mis en œuvre et l'efficacité des sanctions et qu'en réalité, ce qui compte, c'est souvent l'intervention militaire. Donc lui est très pessimiste sur l'efficacité des sanctions, il l'estime à 4%. C'est pour vous montrer que c'est quand même, il n'y a pas de consensus, en tout cas, existant sur cette efficacité. Alors, en outre, il y a la question sur laquelle on va revenir, mais là, je vous trace les choses à grands traits. Il y a la question de l'effet contre-productif potentiel des sanctions. C'est-à-dire que sur le pays sanctionné, vous avez la question de la légitimation du régime, c'est-à-dire que vous pouvez renforcer un régime en prenant des sanctions, puisque les gens vont faire bloc autour de leur leader. Vous avez la question de l'aggravation de la situation des populations civiles potentielles, avec par exemple dans le cas des sanctions qui ont été prises dans les années 2010 contre l'Iran, vous avez eu effectivement des problèmes de pénurie de médicaments, d'hyperinflation, donc des problèmes qui touchent les populations civiles, en particulier les plus pauvres. Vous avez les questions de développement d'une économie parallèle aussi, qui peuvent se poser, et qui là encore vont renforcer souvent les dirigeants, parce que c'est eux qui aussi gèrent l'économie parallèle. Et dans le pays qui impose les sanctions, vous avez la question des contre-sanctions potentielles, donc on le verra dans le cas de la Russie par exemple, et vous avez un autre aspect, là aussi on reviendra dessus, l'effet d'aubaine pour les entreprises des pays qui ne pratiquent pas de sanctions. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de mondialisation, ça c'est un paramètre essentiel, et que dans ce contexte de mondialisation, ce qui ne vous bénéficie pas à vous peut bénéficier aux autres, et donc il y a d'autres pays qui peuvent bénéficier des sanctions que vous prenez. Alors, un avant-dernier point, donc sur la performance, enfin sur l'idée qu'il faut mesurer la performance plutôt que l'efficacité. En fait, je vous ai mis là un graphique que je trouve intéressant, qui est extrait du rapport Persan de Sylvie Matelli et de ses co-auteurs, et qui justement élargit un peu cette question des sanctions en disant qu'il ne faut pas penser uniquement en termes d'efficacité. Donc la question de l'efficacité, elle va confronter les objectifs aux résultats, donc elle va voir si les sanctions ont un impact, mais il y a aussi la question de la pertinence qui va se poser. Et la question de la pertinence, elle se fait par exemple en prenant en compte le fait qu'on est dans une économie mondialisée,
que si vous pouvez, par exemple, ne plus alimenter un fournisseur, mais vous servir d'un autre fournisseur, à ce moment-là, les sanctions seront peu pertinentes, puisque vous pourrez contourner les sanctions. Et vous avez également la question de l'efficience. Et ça, la question de l'efficience, ça fait appel à l'impact des sanctions sur le pays qui prend les sanctions. C'est-à-dire que si vous-même vous tirez une balle dans le pied, à ce moment-là, les sanctions ne sont pas idéales. Donc la sanction idéale, elle va effectivement maximiser le coût payé par le pays sanctionné, tout en minimisant les coûts qui sont engendrés par la population, donc en maximisant l'efficience et l'efficacité. Mais donc il vaut mieux penser en termes de performance plutôt que de simple efficacité. Et pour lancer le débat, donc avant de laisser la parole à mes confrères et consoeurs, je voulais juste vous montrer 2 graphiques un peu polémiques sur les sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Alors, est-ce qu'on est dans le cas de l'arroseur arrosé? Donc, le premier graphique vous montre un indice que j'ai calculé de dépendance énergétique à la Russie, où vous prenez l'ensemble des importations des pays de gaz, de pétrole et de charbon en provenance de Russie dans l'Union européenne, et vous voyez qu'en Slovaquie, on est à 44% de dépendance versus 3% pour l'Irlande. Donc, vous voyez que selon les pays, c'est compliqué de faire bloc parce qu'ils sont exposés de façon inégale aux sanctions contre la Russie, enfin à la Russie, en tout cas à l'énergie russe. Et vous voyez que donc du coup, c'est difficile d'avoir une position commune. Comment on fait pour réconcilier justement ces positions? Ça, c'est la première chose, sachant que plus on est annexe l'Est et plus on va subir cet impact. Et la deuxième chose, c'est l'approvisionnement de l'Union européenne en gaz russe, que vous voyez ici. Donc c'est le corridor Est, c'est-à-dire tout le gaz qui arrive de Russie vers l'Union européenne, et vous voyez qu'il est passé d'à peu près 4000 gigawattheures par jour, me semble-t-il, à une division par 4, en fait. Et donc vous voyez que donc ça, c'est par exemple typiquement l'impact des contre-sanctions qui se pose. Alors, donc ce qu'on va aussi s'attacher à faire dans cette conférence, c'est définir les conditions de réussite des sanctions. Vaut-il mieux des sanctions multilatérales plutôt que bilatérales? C'est souvent ce qu'on dit en termes de légitimité. Il faut aussi s'assurer de l'objectif politique final et des objectifs économiques intermédiaires. C'est la question de l'efficience que j'ai déjà posée. Est-ce qu'il vaut mieux peu de sanctions mais ciblées plutôt que beaucoup de sanctions? Et à mon sens, on pourra aussi discuter de la clarté de l'objectif politique finale qui est poursuivie. Et donc, je pense que tous ces points sont importants et vont être débattus par nos différents intervenants. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Marie Obidzinski qui va nous parler donc des sanctions bancaires et financières. Alors, je vais quand même d'abord vous présenter aussi. Donc, Marie Obidzinski, qui est professeure d'économie à l'Université Paris Panthéon-Assas et membre du CRED, Centre de recherche en économie et droit. La parole est à vous. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas au niveau des... Voilà, merci. Très bien. Donc, bien, merci Céline pour cette introduction. Donc, ce que je vais faire par rapport à cette introduction, tout d'abord, c'est rappeler le fait que les économies, les pays utilisent donc depuis longtemps des sanctions économiques pour imposer donc des coûts à leurs adversaires, et qu'on est passé, comme vous l'avez rappelé, de sanctions, disons, globales, qu'on appelle globales, en anglais comprehensive, donc en quelque sorte exhaustives. Donc on fait référence par exemple aux embargos commerciaux, et on a développé en fait depuis les années 2000, effectivement on a vu se développer des sanctions qui sont plus ciblées, qu'on dit aussi intelligentes ou smart. Alors, pourquoi est-ce qu'on va les appeler intelligentes ou smart? Déjà, le terme smart vient en fait des missiles guidés, donc c'est un petit peu comme si on guidait notre sanction pour cibler en fait les personnes clés ou les entreprises clés de l'économie adverse et éviter en fait de toucher la population et d'avoir trop d'impact négatif sur cette population. En l'occurrence, je vais donc me concentrer, moi, sur le gel des avoirs, qui est un exemple de ces sanctions ciblées
disons. On peut remettre en cause cette notion de sanction smart, hein, toujours intelligente, mais voilà, d'une sanction plus ciblée. Donc je vais présenter les choses en 3 temps. Tout d'abord, vous rappeler le fonctionnement du gel des avoirs, comment ça fonctionne en pratique, montrer l'intérêt et les limites en fait de cette sanction et évoquer en conclusion quelques pistes pour renforcer l'efficacité du gel des avoirs. Donc tout d'abord, comment ça fonctionne? Le principe, c'est que les avoirs de personnes ou d'entreprises vont être gelés. Donc pas confisqués, hein, mais gelés temporairement. Ces personnes-là n'ont également plus le droit en fait de voyager. Et là, je parle de sanctions qui sont imposées par l'Union européenne et par les États-Unis. Donc on n'a plus le droit de voyager aux États-Unis ou en Union européenne. Et ça, c'est quand on est ciblé, quand on est une personne qui est listée. Donc on va apparaître en gros sur une liste et les entreprises donc apparaissent sur des listes. Et dans cette liste, par exemple, vous retrouvez tout simplement, dans le cas de la Russie, hein, mais ce n'est pas limité bien sûr au cas de la Russie, là vous retrouvez donc le président de la Russie actuelle et son ministre des Affaires étrangères. Donc actuellement, on a 1239 personnes qui sont sur cette liste de l'Union européenne. Je ne parle pas là de la liste des États-Unis. Et on a 116 en gros entreprises et ça correspond, les chiffres les plus récents, à 17 milliards d'euros gelés. Donc la question qui se pose maintenant, c'est finalement très bien, donc on gèle les avoirs de personnes. Alors comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place cette mesure? Comment est-ce qu'on va la mettre en place? Alors le fait de la mise en place, de l'application de cette mesure revient à toute personne physique ou morale, et en particulier les entreprises. Donc dès qu'une entreprise a connaissance que parmi ses clients, donc on peut penser en particulier aux banques, donc vous avez une des personnes listées qui apparaît parmi ses clients, elle doit geler ses avoirs. J'ai oublié de préciser que les avoirs, ça peut être à la fois des fonds financiers, ça peut être des bateaux, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des crypto-monnaies, hein, des fonds en crypto-monnaies. Donc il revient aux banques, par exemple, déjà, elles ont donc quelques obligations, mettre en place un dispositif de filtrage des clients, ensuite analyser les alertes qui vont remonter de ce dispositif de filtrage, et ensuite, une fois que donc elles sont sûres que la personne correspond bien à la personne qui est sur la liste de l'Union européenne, appliquer la mesure de gel et directement informer la direction générale du Trésor, et tout ça doit se faire assez rapidement. Donc voilà, ça impose de nouvelles obligations à ces personnes physiques ou morales. C'est très en lien avec la lutte contre le blanchiment d'argent. D'accord ? Donc c'est vraiment un dispositif qui est lié vraiment à tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent. Donc pour évaluer l'efficacité du dispositif, il faut pouvoir déjà définir son objectif, comme vous l'avez indiqué. Alors, je vois 3 objectifs possibles. Premier objectif, dissuader. Dissuader, ça voudrait dire éviter l'agression d'un pays envers un autre. Donc là, dans le cas de la Russie, et souvent quand on parle de gel des avoirs, de sanctions de gel des avoirs, on arrive un peu tardivement. Néanmoins, il reste quand même l'objectif d'avoir un exemple, en quelque sorte, puisque en sanctionnant via le gel des avoirs, par exemple, on envoie aussi un signal, une information à d'autres pays qui potentiellement voudraient agresser le territoire d'un autre pays. Donc on a quand même cette notion d'exemple. Ensuite, deuxièmement, parmi les objectifs, donc, comme vous l'avez évoqué, on a renforcé l'opposition au régime, et ce qu'on sait, c'est que parfois ça ne fonctionne pas. Alors là, l'intérêt du gel des avoirs, c'est qu'on va cibler en fait les personnes qui sont proches du pouvoir, voilà, les personnes qui ont participé à l'agression du pays. Par exemple de l'Ukraine, quand on pense à la situation russe actuelle.
Et puis, troisième objectif, ça va être avoir un impact, bien sûr, sur l'économie, un impact économique sur l'économie adverse, pour que ça soit coûteux pour l'économie adverse, donc imposer un coût. Alors, je vais passer aux limites. Alors, tout d'abord, la première limite, ça va être le coût de ces sanctions. Et il va y avoir évidemment un impact sur les entreprises occidentales. Je mets en évidence deux impacts. Premier impact, la perte d'opportunités économiques. Bien sûr, quand on gèle les avoirs, par exemple, quand on saisit des bateaux, des yachts, forcément, ça peut avoir un impact sur les entreprises qui construisent ces yachts, ou enfin, voilà, on voit bien qu'il peut y avoir un impact pour les entreprises qui va être direct. Deuxième impact, qui est moins évident, c'est que, comme on l'a vu, ce gel des avoirs, il va générer de nouvelles obligations pour les entreprises. Un petit peu comme dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Ça crée finalement voilà, de nouvelles obligations qui peuvent être coûteuses à mettre en place, parce qu'il va falloir mettre en place un dispositif donc de suivi des clients, de vérifier, de traitement des alertes, etc. Tout ça, ça représente un coût. Et puis, parallèlement, ça crée aussi un risque juridique, en fait, pour les entreprises. Et là, on peut faire référence à l'amende qu'avait reçue la BNP en 2014 pour non-respect d'un embargo. Donc là, ce n'était pas le gel des avoirs, mais voilà, c'était la BNP qui avait réalisé des transactions en dollars, alors que les États-Unis avaient décidé d'un embargo commercial contre le Soudan, l'Iran et Cuba. Et la BNP avait quand même dû payer une amende de plusieurs milliards d'euros. Voilà, donc deuxième limite, le contournement. Donc on a vu le coût, et puis on a aussi le contournement, puisque évidemment tout ça ne va pas fonctionner si on peut contourner facilement les sanctions. Enfin, en tout cas a priori. Par exemple, déplacer ses avoirs d'un pays à l'autre, enfin d'un pays vers un pays en fait qui n'applique pas le gel des avoirs. On peut aussi imaginer que si on fait référence, encore une fois, on sort un petit peu de la question du gel des avoirs, mais donc vous vous rappelez que les banques russes n'ont plus le droit d'utiliser le système d'information sur les transactions financières qu'on appelait SWIFT. On en avait parlé au mois de mars. Bien, la Russie, par exemple, a développé un nouveau système de communication interbancaire. Voilà, donc il y a des solutions, enfin des possibilités en tout cas pour les pays de contourner ces sanctions. Mais en tant qu'économiste, un point qui est important ici, c'est qu'on aura quand même réussi à imposer un coût à l'économie si le contournement des sanctions est en lui-même coûteux. En gros, si le fait d'avoir un bouclier, de lever un bouclier contre ces sanctions, du point de vue de la Russie ou de pays, est coûteux. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut imposer un coût. Okay. Donc, pour une autre limite, c'est le côté bien public, passager clandestin, en fait, des sanctions. Comme on l'a vu, les sanctions, c'est quelque chose de coûteux à mettre en place pour un pays. Donc, dès que c'est coûteux, on va avoir un problème de coordination entre les États. Et en l'occurrence, ce qu'on observe, c'est que même pour le gel des avoirs, et sans parler des autres sanctions, mes collègues vont en parler, rien que pour le gel des avoirs, on n'a pas forcément une coordination qui va être facile entre les pays, même au niveau de l'Union européenne. Et on voit que, selon Didier Reynders, donc, qui est commissaire européen de la justice, finalement, 90% des avoirs russes gelés sont réalisés par seulement 6 États membres, donc pas tout le monde. Et on a un problème avec la Hongrie, en fait, qui ne participe pas, a priori, à ce gel des avoirs. Donc c'est à la fois une question d'éviter le coût des sanctions, et puis c'est aussi des questions tout simplement politiques. Alors, parmi les pistes de solutions, je vais en évoquer 3. Actuellement, on parle d'un gel des avoirs. Donc on va par exemple saisir un bateau, saisir des fonds, mais à un moment donné, une fois que la mesure aura pris fin, on pourra les rendre. Une fois que l'agression aura pris fin, on pourra les rendre.
Donc une piste qui est évoquée, mais qui pose énormément de problèmes juridiques, évidemment, c'est la confiscation, donc la saisie définitive en fait de ces 17 milliards d'euros. Et certaines personnes évoquent le fait qu'on pourrait ainsi financer la reconstruction de l'Ukraine, si on a en tête la situation russe. Ensuite, on peut aussi avoir l'idée d'élargir le nombre de personnes et d'entités listées. J'ai cité 1239 personnes qui sont actuellement listées, des individus, mais on peut aussi imaginer élargir et finalement pas prendre que les plus proches du pouvoir russe ou ceux qui ont participé à l'agression de l'Ukraine, mais voilà, élargir en particulier aux oligarques. Voilà, le nombre d'oligarques est estimé à 20 000 €. C'était une source citée par Thomas Piketty. Et enfin, une dernière piste de solution, ensuite j'ai terminé. C'est la question des lanceurs d'alerte. Donc ça fait donc pour saisir plus facilement les avoirs, il faut qu'on ait un dispositif pour les entreprises, pour les banques par exemple, qui fonctionne bien, un dispositif d'alerte. Et voilà, on voit que de temps en temps, voilà, on a des difficultés avec ce dispositif qui est relativement coûteux. Une solution, ça peut être de favoriser les lanceurs d'alerte, un peu comme dans le cas du blanchiment d'argent. Et dès que quelqu'un a connaissance d'un contournement du gel des avoirs, enfin des sanctions, cette personne peut lancer l'alerte. Aux États-Unis, on a même un dispositif qui rémunère en fait ces lanceurs d'alerte, ce qui permet de renforcer énormément l'efficacité de ce système, puisque là le problème, c'est bien sûr l'information, pouvoir détecter en fait les avoirs et le contournement du gel des avoirs. Donc voilà, j'ouvre cette piste de solution. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie. Alors maintenant, je vais sans transition passer la parole donc à Patrice Geoffron, qui est professeur d'économie donc à l'université Paris-Dauphine et qui va nous parler, lui, plutôt de l'efficacité des sanctions en matière énergétique, puisque c'est son domaine de prédilection sur le pétrole et sur le gaz. Donc la parole est à vous. Merci beaucoup. En tant que natif de Lyon, c'est toujours un plaisir d'y revenir, notamment pour les GECO. Donc merci aux organisateurs et en particulier à Céline pour tout le travail fait en amont de coordination. Donc la question qui nous est posée, c'est celle de l'efficacité de sanctions en matière énergétique, et évidemment pas dans des termes généraux. Enfin, ce qui nous réunit ce matin à l'abord d'un hiver qui pourrait être compliqué, c'est d'essayer de comprendre finalement ce que pourraient être les conséquences économiques, puis en termes de fonctionnement de nos systèmes énergétiques, de ce qui se passe à l'heure actuelle dans ces tensions avec la Russie. Je vais énoncer avec vous une demi-douzaine d'idées plus ou moins stables. Et la première idée, c'est que, je vais essayer de la résumer de la manière suivante, la Russie n'est pas l'Iran. Proposition, je pense, qui est acceptable. C'est une manière de dire que finalement, lorsqu'on va regarder, y compris dans la littérature qui nous a été présentée tout à l'heure par Céline, lorsqu'on va puiser dans cette littérature pour essayer de comprendre ce qu'on a devant nous, je pense qu'on ne trouve rien de vraiment utile, parce que finalement, dans l'histoire, c'est la première fois que se pose la question d'un conflit majeur qui va créer des irréversibilités, avec grosso modo le leader mondial dans les fossiles, si on regarde la production, si on regarde les exportations pour pétrole, gaz et charbon, et si on regarde surtout les réserves. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer également que ce type de question ne s'était pas posé pendant la guerre froide, lorsque des tensions sont apparues au cours des 15 dernières années, notamment dans le transit du gaz en Ukraine. Systématiquement, on était approché par des lobbyistes de Gazprom qui venaient rappeler une vérité historique, était que le gaz était toujours arrivé pendant la guerre froide. Et là, désormais, le gaz n'arrive plus. Donc on est dans une espèce de terre inconnue, et qui s'appuie notamment sur le fait que voilà, on pourrait avoir la tentation de regarder par proximité ce qu'ont été les conséquences, les mécanismes à l'œuvre et ce qu'on pourrait extraire par exemple de l'expérience récente des sanctions à l'égard de l'Iran, mais de fait ça n'a rien à voir.
Et au moment de la mise en œuvre d'ailleurs de sanctions à l'égard de l'Iran, à ma connaissance, il n'y a pas eu de grand débat sur les conséquences en retour, alors que, me semble-t-il, c'est ce qui légitime ce panel. Donc première idée, la Russie n'est pas l'Iran. Je pense qu'au moins dans le panel, on valide. Deuxièmement, la conséquence de cette première proposition, c'est que, compte tenu de la taille de la Russie, en tout cas sur ces marchés, et singulièrement évidemment des relations avec l'Europe, on a tous à l'esprit les fameux 40% d'importation en provenance de Russie des consommations européennes, mais ce qu'on n'a pas à l'esprit, même si c'est moins important, c'est que la Russie était également le premier exportateur de charbon, qui n'est pas un sujet central en France, mais qui peut l'être, qui a pu l'être chez certains de nos voisins, et puis également de produits pétroliers à hauteur de 25%. Donc les termes du débat sont plus complexes qu'à l'égard de l'Iran, si on continue à affiler cette comparaison, parce que en fait le problème c'est celui de l'efficacité relative de sanctions par rapport aux effets que nous allons devoir subir et que nous subissons d'ailleurs d'ores et déjà en retour. Et ce qui est un débat très complexe, enfin, on en reparlera dans la suite de cette table ronde, hein, notamment Madame Sidos nous parlera des conséquences sur son domaine d'activité, et on a tous à l'esprit par exemple des conséquences déjà observables. Vous avez sans doute entendu parler de l'arrêt d'activité pendant quelques mois du fait du prix du gaz notamment, ou du prix de l'électricité, par exemple chez Duralex, chez les verriers. On est très familier en France de ces petits verres de table de nos cantines. Je sais qu'il y a des lycéens, et donc ça doit vous rappeler quelque chose de plus récent qu'à moi. Et donc il y a un arrêt de 4 mois des fours parce que voilà, l'énergie qui est requise est trop coûteuse. Donc on commence à toucher du doigt certaines des conséquences. Et donc ça veut dire que le problème est un peu plus large que finalement et plus complexe que l'intitulé de cette table ronde, qui était de nous inviter à réfléchir à la portée de sanctions. Ce à quoi on est conduit à réfléchir, c'est à l'équilibre entre les sanctions et les effets en retour. C'est la deuxième idée. Et qui rajoute évidemment à la complexité, singulièrement en Europe. Alors, on a pu entrevoir également certains effets en retour potentiellement hors d'Europe. Aux États-Unis, on a tous été, j'imagine, très attentifs aux résultats des élections tout récemment, et on imaginait que le centre des débats allait être lié à l'inflation, et notamment au fait qu'à la pompe, ce qui est un sujet extrêmement sensible aux États-Unis, le prix s'était envolé, alors très en dessous de ce que nous payons en Europe et en France, mais à la marge nord-américaine, c'était très coûteux. De fait, ça n'a pas eu les résultats escomptés, mais c'était une des craintes sur les conséquences en retour. Troisième idée, à l'emporte-pièce à nouveau, pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Ce dont on parle, ça n'est pas des sanctions. Alors, j'exagère un peu pour vous faire réagir et pour me maintenir en éveil, parce que je me suis levé à 4h30 du matin pour vous rejoindre. Il n'y a pas de sanctions, avec une petite nuance quand même. Il y a d'ores et déjà des sanctions sur finalement la seule des énergies fossiles pour laquelle il y a pu y avoir un consensus assez rapide et des décisions assez rapides mises en œuvre depuis le 1er août, grosso modo sur le charbon et les dérivés du charbon. Mais ce qui de fait pèse assez peu au niveau européen, et évidemment les vrais enjeux, ils sont au-devant de nous sur la mise en œuvre d'un embargo sur le pétrole qui va entrer en vigueur en 2 temps, en décembre sur le pétrole brut et un peu plus tard à partir de février sur les produits pétroliers. Et c'est à partir de là qu'on va voir apparaître la réalité des conséquences. Et encore une fois, en tout cas pour ce qui est du pétrole, on ne les a pas encore touchés. On les a pas encore touchés du doigt. Et ce qui pourrait avoir pour effet de faire rebondir le prix du pétrole, et notamment évidemment le prix à la pompe, dont on sait qu'il est une variable très sensible dans pas mal de pays d'Europe, et notamment nous-mêmes. Hein, au moment où nous parlons aujourd'hui, la ristourne de 30 centimes est diminuée, et on va s'orienter à partir de 2023 vers des mesures plus ciblées, qui ne sont pas encore très claires. Mais il est possible qu'on ait à le faire dans un contexte où le prix du pétrole ayant augmenté, on ait des phénomènes assez étranges. Par exemple, une forte remontée du prix du diesel, très au-dessus du prix de l'essence. Et derrière tout ça, une partie de l'explication est liée à la structure du raffinage et à la dépendance que nous avions jusqu'alors
de l'importation de produits raffinés, notamment de diesel, en provenance des raffineries russes. Et puis sur le gaz, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions qui ont été mises en œuvre. Donc ce que nous a montré Céline tout à l'heure, la chute, la division à peu près par 4 des flux en provenance de Russie, ça n'est pas des sanctions. C'est une espèce de zone très très étrange dans laquelle il y a d'une part des motifs techniques qui sont invoqués, puis par ailleurs il s'est produit des choses assez étranges dans la Baltique autour des 2 grands tuyaux dont l'un n'a jamais transporté de gaz et qui ont subi, disons, des avaries. On va en parler prudemment. Et puis, il y a des décisions un peu au cas par cas qui conduisent au fait qu'en France, à l'heure actuelle, en tout cas par des tuyaux, nous n'importons plus 1 mètre cube de gaz russe. Il y en a encore probablement sous la forme de gaz naturel liquéfié qui arrive dans les ports français. Mais de fait, l'affaissement, l'effondrement de ces flux, il est le produit de toute une série de décisions qui, en grande partie, ne sont pas des décisions européennes, ou qui en tout cas ne sont pas des décisions européennes coordonnées sous la forme d'une sanction. Et de fait, il n'y a pas et il n'y aura pas de consensus autour de l'éventualité de sanctions en matière gazière. Donc c'est un peu étrange parce qu'en fait, on est en train finalement de parler d'une chose qui est un peu différente de ce qui nous réunit, les sanctions avec un caractère délibéré. Non, ce dont on parle, c'est bien d'une guerre économique ou à minima d'une guerre énergétique avec, si on peut dire, des mouvements de troupes sur le front énergétique. Et c'est ce à quoi nous avons à faire face. Alors évidemment, lorsque je dis ça, j'ai une vision qui est très centrée sur l'Europe. Tout ce que je viens d'évoquer correspond à des décisions prises ou pas par les Européens. Mais les Américains très tôt, et les Canadiens et les Britanniques par ailleurs, se sont déterminés de manière plus volontariste. Alors ça leur était facile parce que les Américains étant totalement autonomes, même massivement exportateurs de gaz naturel liquéfié, évidemment, c'est une mesure assez symbolique que de dire on n'en importera pas de Russie, ce qui n'était pas à l'ordre du jour. Donc la situation, évidemment, est différente. Mais retenons l'idée que voilà, les Européens avancent pas à pas. Il y a évidemment une étape qui est celle de la mise en œuvre dans quelques jours de sanctions réellement sur les produits pétroliers. Et toute la question qui va se poser, et c'est un débat qui est très très intense et d'une extrême complexité, c'est de savoir s'il est possible de mettre en œuvre des sanctions, je reprends votre caractérisation, smart en matière énergétique. Il y a des sanctions qui soient designées de telle manière que ça ait un impact plus fort sur l'économie russe que ça ne sera le cas par ailleurs sur, non pas simplement l'économie européenne, mais par ailleurs sur l'économie mondiale. Et là, on entre dans des choses d'une complexité que je vais vous épargner, mais qui consiste à dire, essayons par exemple de mettre en œuvre une mesure qui consistera à n'assurer les bateaux transportant du pétrole russe ou des produits dérivés que si le prix est abaissé dans telle mesure, etc. Tout ça n'est pas encore totalement finalisé, mais retenons l'idée qu'il y a une recherche de smartitude aussi en matière énergétique et qu'on est en train d'inventer la boîte à outils de telle manière à essayer de limiter les effets en retour, pas simplement sur l'Europe d'ailleurs, sur l'économie mondiale de l'embargo qui va être mis en œuvre sur les produits pétroliers. Et l'idée étant de parvenir à trouver un équilibre dans lequel il n'y ait pas la disparition massive du pétrole russe et des produits pétroliers russes, mais qu'ils soient vendus significativement en dessous des cours mondiaux, de telle manière à ce qu'on ait un effet sur l'économie russe sans qu'on ait par ailleurs un effet en retour. Donc ça nous ramène au début de notre conversation sur cette balance entre les effets comparés sur l'économie qui est visée et sur l'économie européenne. Alors, vu d'Europe, pourquoi il faut se demander pourquoi on fait tout ça et si ce que nous faisons là, même si ça doit conduire à des embargos, correspond réellement à des sanctions. Alors de fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour le pétrole, ça va se manifester de cette manière. Mais il me semble que plus fondamentalement, il y a ce que les Nord-Américains pourraient appeler, ou les Anglo-Saxons, un wake-up call, un réveil un peu douloureux comme celui que j'ai eu ce matin à 4h30, et qui conduit, en particulier pour le gaz et centralement pour le gaz, à s'apercevoir que la confiance finalement
qui était une confiance réelle et qui faisait du sens sur le long terme et nous conduisant à importer massivement, alors quand je dis on, c'est nous Européens, beaucoup moins nous Français, du gaz russe, les conditions de cette confiance ne sont plus réunies. Et donc ça veut dire que même si demain matin, par hypothèse, et ça n'arrivera pas évidemment, il devait y avoir la paix et un changement de régime en Russie avec une belle démocratie, etc., et évidemment tout ça ne s'invente pas en 2 jours, eh bien de toute façon, vu d'Europe, la réduction de cette confiance historique nous conduira de toute façon à plus de diversification dans nos importations. Et donc on ne reviendra pas à la situation antérieure dans laquelle on importerait aussi massivement du gaz en particulier, même des produits raffinés, des produits pétroliers raffinés. On a là une rupture et même si la paix s'installait, il y a des doutes évidemment, non seulement sur l'installation de la paix, mais sur le fait qu'elle soit accompagnée par un changement de régime. Et bien de toute façon, j'allais dire, l'équilibre des contrats et la diversification seraient différentes à l'avenir et j'y reviendrai dans ma conclusion dans quelques minutes. Alors, bon, comment est-ce qu'on peut mesurer ce qui se passe d'ores et déjà? Alors, ce qui se passe d'ores et déjà, évidemment, ne peut pas se mesurer comme le résultat de sanctions, puisque finalement, tous ces bouleversements procèdent assez peu de sanctions qui sont d'ores et déjà mises en œuvre. Ce qu'on peut observer, mais Sergueï en parlera de manière beaucoup plus précise que moi, c'est qu'à minima, il n'y a pas d'effondrement de l'économie russe, en tout cas pour l'instant, dans le court terme, et qu'il n'y a pas, pour ce qu'on peut en savoir, un effondrement des recettes liées aux flux pétroliers et gaziers. Alors avec beaucoup de réserves, parce qu'il y a une partie de ces flux qui font l'objet notamment de contrats de long terme avec des données qui ne sont pas des données publiques. Et donc c'est un peu compliqué de dire le prix du gaz explose sans mauvais jeu de mots sur le marché européen, mais le prix auquel on se réfère, c'est le prix spot, notamment tel qu'il est mesuré sur la bourse aux Pays-Bas. Mais ce prix ne correspond pas nécessairement au flux qu'on va trouver dans la réalité des contrats. Mais de fait, ce qu'on observe, c'est que voilà, la Russie, pour l'heure, a tenu le choc en dépit de la réduction des flux. Alors il y a une partie de l'explication qui va se trouver, parce que c'est quand même l'essentiel des recettes, il y a une partie de l'explication qui va se trouver sur le marché pétrolier. Et sur le marché pétrolier, il y a une coalition, si on veut faire bref, comme m'y invite Céline, une coalition entre les Russes et les Saoudiens qui s'est solidifiée depuis un peu moins d'une dizaine d'années et qui résiste à la crise actuelle. Vous avez dû voir que Joe Biden est allé jusqu'à Riyad pour essayer de dénouer ce lien, et ce lien, il a résisté. Donc le pétrole, il a tendance à flirter plutôt avec les $100 qu'à s'être effondré. Mais derrière tout ça, il y a l'obligation pour la Russie de vendre son pétrole moins cher pour continuer à trouver des dérivés. À moyen et long terme, les conséquences seront sans doute toutes différentes. Il y a une référence dans ce domaine qui me paraît intéressante, qui est l'Agence internationale de l'énergie, qui a publié son rapport de référence il y a quelques jours, le World Energy Outlook, et qui nous dit qu'en projetant sur la décennie 2030, eh bien, la capacité d'exportation, de parvenir à trouver des débouchés pour la Russie pourrait baisser d'1,5 million de 2 millions de barils par jour. Si vous voulez avoir la valeur économique perdue, vous multipliez par $100 le baril et vous multipliez par 365 jours. Et sur le gaz, la vision de l'Agence internationale de l'énergie est de dire que c'est en train de transformer radicalement la confiance globalement mise dans le gaz et d'interrompre ce que l'Agence internationale de l'énergie appelait l'âge d'or du gaz, qui était le fait que le gaz allait accompagner la transition énergétique. Donc sur le moyen long terme, je pense qu'il va y avoir des effets dramatiques pour l'économie russe, à n'en pas douter. Et puis j'avais quelques éléments de conclusion pour ce qui nous concerne, mais on les gardera pour la discussion. Merci. Merci. Alors, c'est pas fini, c'est gentil d'applaudir à mi-séance. J'en conclus que la présentation de Patrice vous a convaincu, ce qui est effectivement, elle était très convaincante. Alors, je passe maintenant la parole donc à Sergueï Gouriev, qui est professeur d'économie et directeur de la formation et de la recherche à Sciences Po, et qui va, lui, nous parler de la situation de l'économie russe. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup de m'inviter dans GECO, c'est ma première fois. Et justement, je vais parler sur l'impact des sanctions sur l'économie russe. La Russie a fait face à de nombreuses sanctions. En fait, la Russie n'est pas Iran.
Russie détient maintenant actuellement les records mondiaux en termes de chiffres des sanctions, les quelques mille de sanctions. Russie a excédé l'Iran sur ce sujet-là déjà en mois de mars. Et il y a des différents types de sanctions et différents types de sanctions fonctionnent de manière différente. Donc, première chose, c'est sanctions individuelles que Marie déjà discuté. Celles-ci n'ont pas vraiment l'impact macroéconomique majeur. Par ailleurs, il crée les tensions sur les élites russes, comme Marie déjà évoqué. Les hommes d'affaires russes, les oligarques, voient que les projets de la vie, carrières de la vie, les patrimoines sont complètement détruits et ils savent qui est à blâmer, donc qui est coupable. Les sanctions individuelles aussi dissuadent également les élites des autres pays qui, à l'avenir, dans le futur, pourraient suivre la trajectoire russe. Donc, ça, c'est l'effet de dissuasion, pas pour M. Poutine, mais pour quelqu'un comme M. Poutine qui peut essayer les mêmes choses dans l'avenir. Et finalement, les sanctions individuelles sont importantes pour défendre l'Ouest, l'Occident lui-même, parce qu'il faut protéger l'institution démocratique occidentale contre l'argent salé russe. Mais pour les raisons que ces sanctions gèlent les atouts de 10 milliards ici, 20 milliards là, ce n'est pas vraiment grave pour la macroéconomie russe. PIB russe, c'est 1,5 trillion par an. Donc les sanctions individuelles ne sont pas vraiment importantes macroéconomiquement. Par contre, le deuxième type de sanctions, c'est les sanctions sur les banques centrales russes et les autres banques et le système financier. Et ces sanctions ont été introduites déjà le troisième jour de la guerre. Et ces sanctions-là, celles-ci, ont été vraiment inattendues et donc provoqué une panique sur les marchés financiers. Et ça, en fait, créé les attentes irréalistes que l'économie de la Russie vont face les crises macroéconomiques graves. Ce n'est pas arrivé, ce n'est pas produit. Pourquoi? En raison de la gestion macroéconomique compétente par les dirigeants russes. Et aussi l'absence de sanctions énergétiques. Donc, comme Patrice déjà évoqué, toujours, actuellement, il n'y a pas de sanctions occidentales contre l'exportation de pétrole et gaz. Donc, la Russie continue à recevoir quelques centaines de millions d'euros par jour d'Europe pour l'exportation de gaz et pétrole. Ma troisième chose, et c'est vraiment important, c'est sanctions commerciales. L'Occident a introduit les sanctions technologiques afin que la Russie ne peut pas produire des armes modernes. Et ça a fonctionné très bien. Pour cette raison-là, la Russie maintenant est obligée d'utiliser les stocks de chars d'ère soviétique. Aussi d'acheter les drones iraniens et fusées nord-coréens. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très importante pour sauver la vie des Ukrainiens actuellement. Mais les sanctions plus importantes, sanctions commerciales plus importantes, ont été introduites pas par le gouvernement occidental, mais par entreprises privées. Pour les raisons de préoccupation de réputation, les milliers, plus de 1 000 d'entreprises privées occidentales quittaient la Russie et coupaient tous les liens avec les partenaires russes. Et donc ces sanctions volontaires, si vous voulez, pas introduites par le gouvernement, ces sanctions
on a eu un impact majeur sur quelques secteurs de l'économie russe, surtout automobile, trafic aérien, construction, mais leur impact moyen sur l'économie est plutôt retardé et atténué parce que les entreprises russes utilisent les stocks et aussi ils contournent les sanctions par pays tiers sur importation grise. Mais la quatrième chose, c'est les sanctions qui ne sont pas encore produites. C'est les sanctions que Patrice a discutées. Les sanctions sur le pétrole et le gaz, l'embargo pétrolier européen et, très important, le plafonnement des prix du pétrole, oil price cap, vont commencer qu'en mois de décembre. Et ça va vraiment important. Mais avant cela, tous les chutes d'exportation de gaz, comme Patrice a déjà discuté, ça c'est la décision de M. Poutine lui-même et aussi cette explosion mystérieuse sur les gazoducs. C'est intéressant de noter que l'absence de sanctions sur le pétrole et le gaz, l'augmentation des prix du pétrole et du gaz et les baisses des importations par rapport grâce aux sanctions commerciales ont renforcé le taux de rouble. Le rouble est maintenant plus fort qu'avant la guerre. Mais ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est une bonne chose pour l'économie russe. C'est en fait l'impact de l'absence de sanctions pétrolières et sanctions sur l'importation. Néanmoins, l'impact des sanctions sur l'économie russe est considérable. Avant la guerre, on a prévu que le PIB russe augmente de 3% en 2022 et aujourd'hui, il va diminuer par 3% en 2022. Donc, la différence de 6%, très importante, malgré des prix de pétrole très élevés cette année. Et cette chute de PIB va continuer l'année prochaine. En plus, pendant la guerre, les statistiques de la PIB sont trompeuses. Imagine la production massive des projectiles d'artillerie. Par exemple, les statistiques économiques, c'est compté comme augmentation des PIB. Alors que c'est vraiment justement un impact négatif, très fort impact négatif sur la qualité de la vie. Les estimations actuelles de l'impact sur la qualité de vie sont basées sur les dépenses de consommation et ces estimations ont sur l'erreur de moins 10% par an. Il y a un autre problème pour estimer les impacts des sanctions sur l'économie russe, c'est que depuis le début de la guerre, le gouvernement russe a classé les données détaillées budgétaires et commerciales. Ces données, c'est maintenant secret d'État. Mais le déficit budgétaire est déjà important. Et plus important, on peut constater cet impact sur le budget, pas par statistiques économiques, mais par comportement du gouvernement de Poutine. Poutine a finalement reconnu que la stratégie de recruter les soldats et les payer par argent, par les dépenses du budget, cette stratégie n'est pas tenable parce qu'il manque d'argent. Donc, au mois de septembre, il a commencé la mobilisation des soldats. Et cette décision a été vraiment impopulaire. Et donc, cette décision a été retardée. Mais le manque d'argent a finalement obligé M. Poutine à lancer cette mobilisation. Donc, cette mobilisation a déjà eu un impact négatif majeur sur la popularité du gouvernement et M. Poutine lui-même, mais le véritable impact des sanctions sur l'économie et politique, situation politique russe, va commencer au mois de décembre et février, quand les vraies sanctions sur l'exportation de pétrole et gaz commencent et on espère
vont être appliquées sérieusement. Merci beaucoup. Merci Sergueï. Alors je vais donner tout de suite la parole donc à Sophie Sidos, donc qui est présidente du MEDEF Isère et qui va nous parler des conséquences donc des sanctions sur cette fois les entreprises françaises. Merci. Alors le MEDEF est aux côtés de l'Ukraine et soutient les autorités européennes dans leurs décisions vis-à-vis de la Russie, y compris sur l'aspect de la réglementation applicable aux entreprises. Une fois que j'ai dit cela, la réalité est plus compliquée. Le paradigme pour nos entreprises a évidemment complètement changé puisqu'il n'y a plus de commerce du tout avec la Russie. Alors c'est facile à dire, mais dans les faits, pour nos entreprises françaises qui avaient des filiales en Russie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'elles doivent faire une croix sur leur filiale. Il n'y a plus aucune relation avec celle-ci. Les entreprises, ce ne sont pas que des statuts juridiques, mais il y a aussi des hommes derrière celle-ci. Et donc, ça a été très compliqué de casser ces relations et d'abandonner quelque part nos collaborateurs, nos collaboratrices dans ces pays-là. On ne sait pas comment va se conclure cette guerre, comment est-ce que ça va, si un accord de paix va revenir, mais en tous les cas, les relations, elles sont bien évidemment cassées et très compliquées actuellement. On s'est rendu compte aussi, pour nos entreprises, qu'on avait une grosse dépendance vis-à-vis de la Russie sur certains produits. Il a fallu donc trouver de nouveaux partenaires économiques et de façon à pouvoir continuer à vivre et puis à importer ou à exporter certains produits dont on avait besoin qui venaient de la Russie. Ça nous a permis de tisser des nouvelles relations commerciales avec de nouveaux pays et on a surtout vu pour nos entreprises françaises des contournements des réglementations européennes parce que certains pays ne sont pas interdits de commerce avec la Russie. Et vous savez que quand on part d'un marché, un autre vient le prendre à notre place. Donc on a vu une certaine concurrence arriver et prendre la place de ces entreprises françaises, prendre nos marchés sans avoir de sanctions particulières. Donc ce que nous réclamons au sein du MEDEF aujourd'hui pour nos entreprises françaises, c'est d'avoir une concertation internationale et d'être tous sur le même pied de guerre, d'avoir les mêmes sanctions envers ce pays qui a attaqué l'Ukraine et de tous soutenir l'Ukraine majoritairement. Il n'y a pas de raison que l'Afrique, que le Moyen-Orient, que l'Asie et que la Turquie puissent exporter et prendre ces marchés que nous avons perdus. Donc pour les entreprises françaises, c'est compliqué. Il a fallu non seulement perdre des marchés, mais surtout, je dirais que l'arroseur a arrosé. On a vu augmenter notre prix de l'énergie de façon considérable. Aujourd'hui, on ne sait pas quel va être le prix de l'énergie demain. C'est compliqué pour une entreprise de ne pas faire de plan prévisionnel et de ne pas savoir à quelle sauce elle va être croquée. Aujourd'hui, on sort d'une crise Covid quand même très compliquée. On a des remboursements URSSAF ou des PGE à rembourser, et puis on a une inflation galopante et un prix d'énergie qui ne cesse de croître. Donc c'est une situation qui est compliquée pour nos entreprises. Ce n'est pas facile. Néanmoins, on est français, donc on s'en sort toujours, on trouve toujours des solutions. À quel prix pour celle-ci? Pas évident. Et puis, ça nous repose une question de l'investissement pour nos entreprises futures. Où investir, dans quel pays, de bien peser les risques aussi quand on va quelque part. Et je reviens un peu à ce qu'a dit Patrice tout à l'heure. Ce qui est important, et ça il faut tous se le dire, c'est de consommer français. Parce que si on consomme français, on aide nos entreprises à se déployer chez nous en France. Et aujourd'hui, on a besoin de retrouver cette confiance
de notre pouvoir d'achat. Voilà. Donc ma conclusion, elle va être simple, c'est consommer français, petit 1, et puis petit 2, que d'un point de vue international, l'Europe ne soit pas isolée dans ses décisions et ne soit pas seule. Elle est aux côtés des États-Unis. Il faut que les décisions soient prises ensemble. On fait confiance à de nouveaux partenaires économiques. C'est pas évident de changer nos partenaires, mais il faut que cette confiance, elle soit internationale. Il ne faut pas que la France se retrouve isolée sur ces décisions. Voilà, les entreprises, elles ont joué le jeu, elles ont appliqué les règles, mais elles sont sanctionnées, évidemment, aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc merci à tous nos intervenants. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en ligne. Donc vous allez voir les coordonnées, enfin s'afficher pour poser des questions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Moi, je vais peut-être en lancer une première à nos différents intervenants. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce risque de contournement en cas de sanctions. Et notamment, moi, je voulais vous interpeller sur le fait que ce qu'on voit quand même un peu aussi apparaître, c'est des risques, par exemple, d'axe Russie-Chine. Alors, on en parle, par exemple, Marie en a parlé avec la question du système SWIFT, dont on disait que la sortie du système SWIFT, potentiellement, la Russie pourrait développer un embryon de système avec la Chine, par exemple, financier. Donc, ça, c'était un moyen de contournement. Et quand on parle Sophie l'a aussi évoqué avec la question des entreprises, donc, par exemple, certaines entreprises de certains pays qui vont conquérir des marchés auxquels nous n'aurons plus accès. Et je voulais, par exemple, attirer votre attention sur un projet récent, donc, où Vladimir Poutine est allé proposer à Recep Tayyip Erdogan, donc le président turc, de construire un grand hub gazier qui, en fait, permettrait de drainer du gaz russe, qui serait ensuite exporté vers l'Union européenne. Donc on se dit, là, on aurait en fait une double suggestion. On aurait une suggestion à la fois à la Russie, mais aussi à la Turquie. Et donc, en fait, ça serait finalement un jeu de dupes. Et je fais aussi allusion à d'autres articles que vous avez peut-être vus dans les médias, où on nous disait qu'en fait, une partie du pétrole ou du pétrole russe pouvait être acheté par l'Inde, par exemple, ou pouvait être acheté par d'autres pays à un prix plus attractif et ensuite réexporté vers l'Europe. Donc, on se dit, est-ce que l'Europe est un peu le dindon de la farce? Voilà, donc je voulais vous demander ce que vous en pensiez en termes de contournement de sanctions. Est-ce que finalement, quand on ne prend pas des sanctions qui sont multilatérales, on est forcément exposé à ce genre de choses, vu le monde mondialisé dans lequel on est? Je sais pas qui veut... Alors oui, on va voir apparaître des choses qui sont assez étranges, mais qui ne sont pas forcément contraires à ce qu'on s'efforce de faire, et réduire in fine les recettes et sans doute durablement dont va bénéficier la Russie. Il faut bien avoir à l'esprit que nous, Européens, nous sommes le meilleur débouché pour le pétrole et le gaz russe et très secondairement, très accessoirement, le charbon. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la Russie est en train de se couper de son meilleur client. Malheureusement, on est modestement des économistes, en tout cas moi je le suis, et n'étant pas russe par ailleurs, j'arrive pas à comprendre ça. Mais en tout cas, économiquement, de toute façon, ce n'est pas une bonne affaire parce qu'on est dans une lutte contre le changement climatique qui, de toute façon, va conduire drastiquement à réduire l'horizon durant lequel on va pouvoir utiliser du gaz et utiliser du pétrole. Donc, ce n'est surtout pas le moment de se couper de son meilleur débouché auprès duquel on voulait vendre massivement du gaz, au moins durant cette décennie. Et puis, évidemment, alors les Chinois adore cette situation parce qu'il y aura plus de gaz russe, mais il va falloir pour ça des infrastructures. Ce gaz sera vendu moins cher que s'il avait été vendu aux Européens. Et en fait, la rationalité économique aurait été d'en vendre beaucoup aux Chinois, mais de continuer à en vendre beaucoup aux Européens et en fait de se hâter du côté russe à en vendre dans toutes les directions possibles. Et en fait, là, ça n'est pas le cas. Et globalement, la Russie, par ailleurs, est un partenaire qui ne pourra pas se prévaloir nulle part au monde, de fait, d'une confiance élevée en tant que fournisseur. Par ailleurs, par rapport à la question que vous souleviez de l'Inde, moi, ça ne me gêne pas du tout que l'Inde
au contraire, renvoie vers nous, après l'avoir transformé, parce que l'Inde a les capacités de raffinerie du pétrole russe. C'est précisément d'ailleurs ce qu'on cherche à faire avec les sanctions telles qu'elles vont être mises à... le pire qui pourrait arriver, c'est que la Russie ne puisse plus du tout exporter son pétrole et que ce pétrole soit emprisonné en Russie. À ce moment-là, le prix du pétrole va monter à 150-200 $ et on va se retrouver dans une récession généralisée. C'est la raison pour laquelle il faut être smart. Et être smart, enfin, on est en train d'inventer en avançant ce que ça peut signifier, c'est notamment d'obliger la Russie à discounter fortement son pétrole. Si l'Inde, qui a des capacités de raffinerie, peut en bénéficier, c'est très bien. Et on bénéficiera en retour, notamment sur le diesel, dont on va avoir besoin encore pour quelque temps de ces ressources. Donc on va voir vraiment des choses étranges. Et il faudra mesurer cette étrangeté en termes d'efficacité. Est-ce que c'est contraire à l'efficacité de ce qu'on cherche à faire? Pour ce que moi je vois apparaître à l'heure actuelle, non. Il n'y a rien qui me paraisse préoccupant. Merci, je suis complètement d'accord. L'idée, c'est pour priver M. Poutine des ressources pour continuer, pour financer cette guerre. Et ce n'est pas l'idée pour arrêter l'exportation du pétrole russe sur le marché global, parce que c'est en fait pas possible. La Russie est producteur de pétrole plus important, comme les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Les trois, chaque produit 10, 11, 12 millions de barils par jour, donc autour de 10% de production globale chacun. Mais l'idée, c'est pour réduire les recettes. Et pour ça, j'ai déjà mentionné cette idée de plafonnement des prix du pétrole. C'est une idée nouvelle, sans précédent. On verra comment ça marche au mois de décembre. Mais l'idée, c'est que l'Occident dit que si vous achetez le pétrole russe, le prix ne peut pas excéder les 64 $ par baril. Et si vous pouvez au-dessus de ça, vous rencontrez les sanctions secondaires américaines et en fait européennes aussi. Mais c'est pour vous, c'est mieux pour payer 60 ou moins, parce que ce pétrole moins cher, c'est bien pour l'Inde et la Chine, et ça, c'est l'idée. C'est compatible avec les incitations des Indiens, et donc le premier ministre indien va appeler M. Poutine et dire mon ami Vladimir, je voudrais acheter votre pétrole, mais je ne peux pas payer en plus que 64 $ par baril, parce que les Américains vont imposer sanctions secondaires. Et ça, c'est l'idée pour priver M. Poutine des ressources. Le contournement par pays tiers, c'est un grand sujet. Et j'ai mentionné les chutes des exportations de l'Ouest à la Russie. Les chutes sont vraiment, vraiment importantes. C'est auprès, grosso modo, 50% de diminution du commerce entre l'Ouest et la Russie. Mais en Turquie, les exportations de Turquie à la Russie ont augmenté. Et ça, c'est l'idée. Le commerce entre Italie et Russie a diminué. Le commerce entre Italie et Turquie a augmenté. Et le commerce entre Turquie et Russie a augmenté. Et c'est déjà été discuté entre États-Unis et Turquie. Et donc, il y a quelques discussions sur le sujet des sanctions secondaires sur les banques turques. Et les banques turques ont déjà commencé à réduire ces transactions avec les partenaires russes. Donc, ça, c'est un grand sujet aussi. Merci. Juste un mot et après je donne la parole à Sophie Sidos. Oui, c'est vrai que ça pose une question parce que comme je disais, le risque est en plus de se rendre doublement dépendant et on voit bien par exemple avec les questions de la Turquie, des migrants, etc. On peut se dire si on se crée aussi ce style de double dépendance, on le voit déjà avec même les trajectoires d'oléoducs de South Stream, etc. dont on voit que c'est compliqué. Et c'est vrai que je pense qu'on ne remplace pas une suggestion par une double suggestion. C'est ça qui est, voilà, c'est pour ça qu'il faut... Ouais, vraiment comme ça. Et il faut se souvenir, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Ouest a été... il a créé cette dépendance sur l'Union soviétique, pas un pays gentil, démocratique aussi, mais
il faut créer les alliances parfois nécessaires pour défendre les pays. Je suis d'accord, mais après ça pose aussi la question du fait que la Turquie attaque parfois aussi ses voisins, et donc c'est vrai que c'est aussi ça le problème, c'est qu'on prend des sanctions, ce qui est tout à fait légitime, contre la Russie pour l'Ukraine, mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que la Turquie, qui ne se comporte pas toujours très bien avec ses voisins immédiats, prenne le bénéfice de ça, ou alors à ce moment-là, il faut aussi imposer des sanctions à la Turquie au même titre, parce que ce soit vis-à-vis de la Chypre, de Grèce, de l'Arménie, etc., il y a aussi des contentieux... C'est vrai, mais dans cette guerre-là, Turquie a joué un rôle très important pour bloquer la mer Noire. Et donc, la Russie ne peut pas passer les navires russes des autres mers. Donc, ça, c'est juste quelques navires russes dans la mer Noire. Et pour ça, Odessa est toujours ukrainien. Et donc, et aussi, la Turquie a donné les drones turquiens, comment ça s'appelle, Bayraktar, qui jouait vraiment un rôle justement important. Et donc, il y a des choses très compliquées sur le comportement de la Turquie dans cette guerre-là. Mais je suis d'accord. Oui, tout à fait, parce que par exemple, les Bayraktar, c'est aussi les missiles qui sont utilisés par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, et Azerbaïdjan qui lui-même envoie une partie du gaz, enfin c'est ce que dit un sénateur en tout cas, une partie du pétrole russe qui est détourné via l'Azerbaïdjan pour revenir vers l'Europe. Donc tout ça est effectivement, comme vous voyez, éminemment géopolitique et compliqué. Et c'est vrai que les États-Unis ont menacé cet été la Turquie de prendre des sanctions extraterritoriales si le pays facilitait ses contournements des sanctions. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que cette guerre, ça nous a aussi permis au MEDEF de se dire qu'il fallait accélérer cette transition écologique dont on parle, arrêter de consommer des énergies fossiles. Là, on est devant le fait accompli, donc on est obligé de se transformer. À quel prix encore? Parce que pour se transformer et passer sur plus de solaire ou d'autres énergies, le solaire, on n'arrive pas à le fabriquer en France, les prix sont beaucoup trop chers, on va souvent le chercher en Chine malheureusement. Se réindustrialiser là-dessus, on n'y arrive pas aujourd'hui. Il faut qu'on y arrive plus rapidement avec plus de recherche et plus de moyens pour se désengager. Donc ça nous a permis d'aller plus vite dans cette transition. Là encore, il faut beaucoup d'investissements et il faut y arriver. Donc on a un défi avec cette guerre qui nous a fait prendre conscience de certaines réalités où il faut aller beaucoup plus vite. Mais c'est vrai, pour revenir, je voulais revenir à la Turquie, sur mon entreprise, le groupe Vika, dans lequel je suis propriétaire et dans lequel je travaille, qui est un fabricant de ciment, dans lequel on nous demande tous les jours de nous transformer pour émettre moins de CO2 et trouver tous les jours des nouvelles solutions. Parallèlement à ça, je vois des imports de ciment étrangers qui arrivent chez moi, donc des fuites de carbone, et eux, ils ne sont pas sanctionnés. Ils peuvent venir à mes portes, en Isère, à Vienne, vendre leurs produits. Là où moi, je vais être sanctionnée, on va me demander de plus émettre de CO2, avec la chaleur de mes fours, de fabriquer de l'hydrogène, de le mélanger à mon CO2 pour faire du méthanol. Des investissements qu'on va essayer de faire dans le groupe Vika avec l'État qui va nous aider, qui sont des investissements énormes, qui vont fortement nous pénaliser. Et parallèlement à ça, je vais voir des concurrences de cimentiers étrangers venir chez moi et qui ne seront pas sanctionnés. Donc il faut quand même qu'on arrive tous à jouer sur le même terrain de jeu, là encore, et qu'on calcule ce carbone du début à la fin de la chaîne. Donc j'en reviens toujours à ma même conclusion, consommer français, regardez ce que vous consommez et vous nous aiderez, nous les entreprises. Voilà. Merci. Alors, je voulais demander... Merci. Oui, justement, je voulais faire réagir aussi Marie sur, par exemple, sur ces questions de SWIFT. Enfin voilà, est-ce qu'on peut attendre effectivement que ça permette de contourner le système SWIFT, même si je pense que c'est difficile de faire un concurrent. Alors, moi, je vais répondre peut-être de manière un tout petit peu plus générale par rapport à ça, en faisant référence à une citation de Thomas Schelling, en fait, que je n'avais pas eu le temps de vous présenter. Alors, Thomas Schelling, c'est un théoricien des jeux et c'est un spécialiste donc, des conflits entre les pays. Et je trouve que par rapport à cette histoire justement de contournement et donc de SWIFT, etc., c'est relativement intéressant. Voilà, donc je vous lis la citation. La question pertinente est de savoir si mon adversaire doit acheter une balle en sachant que je peux réduire à néant son investissement avec un gilet pare-balles.
Donc je peux contourner, si je fais un investissement, je peux contourner la balle, et donc finalement, est-ce que la balle de mon adversaire est un investissement qui est pertinent? Donc je continue, il a gaspillé son argent si le gilet est bon marché, fait un excellent investissement si mon gilet est cher. Et si on lui demande ce qu'il a accompli en achetant sa balle, il devrait avoir le bon sens de dire qu'il m'a imposé un coup et non qu'il espérait me tuer et qu'il était frustré. Donc l'idée, c'est aussi, est-ce que le contournement est quelque chose de coûteux pour mon adversaire? Donc je reviens là-dessus. Donc pareil au niveau de Swift, voilà, si les remplaçants de Swift fonctionnent bien ou pas, si le coût finalement du remplacement est quelque chose d'efficace ou pas. On en revient ici également à la question du hub pour la Turquie, de la Turquie et de la Russie. Voilà, et on en revient à l'idée que peut-être effectivement dans les cas là qui sont discutés, le contournement, le coût du contournement, le risque, c'est que ça ne soit pas suffisamment coûteux pour l'adversaire qui est la Russie. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais rebondir sur les points précédents de la discussion. Je pense que cette période, elle est vraiment très très propice à regarder un peu plus loin que les tensions du moment et puis à s'inspirer un peu de notre histoire. Je pense notamment par rapport aux dépendances et à ces étrangetés avec la Turquie. Globalement, il faut se convaincre que nous, Européens, il faut se souvenir qu'on est une série de vieux pays émergents. On a été les premiers à émerger depuis le 19e siècle. Et donc aujourd'hui, on a cramé tout notre pétrole, tout notre gaz, grosso modo. Il nous reste un peu de charbon, mais dont on a envie de se débarrasser. Et donc dans ce monde, on n'est pas bien préparé à survivre dans un monde. Et en fait, un mètre cube de gaz, un baril de pétrole, c'est pas un baril ou un mètre cube peu cher par rapport à un baril cher, c'est un baril qu'on n'aura pas à importer, ou un mètre cube de gaz qu'on n'aura pas à importer. Sur la question des dépendances, il y en a une dont on parle trop peu, mais qui est la dépendance qui est en train de se constituer vis-à-vis des États-Unis, qui évidemment, avec les démocrates et avec Joe Biden en particulier, ne pose pas de questions. Si Donald Trump, qui a annoncé dans la nuit, si j'ai bien compris, candidature, si lui ou un de ses homologues, si un président républicain a été élu, il n'est pas du tout certain qu'on ait autant de gaz naturel liquéfié qui nous arrive que ce qui est envisagé sous l'ère démocrate. Et donc cette dépendance, il faut vraiment la mesurer, elle est absolument essentielle. Donc ça veut dire que finalement pour nous, ce n'est pas une rupture, ça doit nous conduire à aller plus vite, et c'est ce que vous avez dit, Madame Sidos, dans la direction dans laquelle de toute façon, nous, Européens, on avait l'intention d'aller, avec le Green Deal, avec le Fit for 55, qui est un défi extraordinaire, de réduire de 55% en 2030 nos émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on est quelque part à l'heure actuelle seulement aux alentours de moins 20, moins 25%, c'est un défi extraordinaire. Mais grâce à Vladimir, il y a une bonne nouvelle, nous avons désormais une taxe carbone. On a une taxe carbone, alors malheureusement ce n'est pas Bruno Le Maire qui la touche, c'est Vladimir Reynaud. Mais on va vivre dans un environnement dans lequel le prix du gaz, le prix du pétrole, le prix des fossiles globalement va être plus élevé. Ça veut dire aussi que tous les investissements et les efforts de sobriété à court terme qui vont permettre de trouver d'autres solutions vont avoir un meilleur retour sur investissement. Alors à court terme, ça peut être sur le photovoltaïque, il y a une espèce de course au photovoltaïque, et même si c'est produit en Chine, ça nous sera très profitable. Je crois savoir, Madame, que dans votre groupe, vous vous intéressez par exemple à l'hydrogène pour la production de ciment. J'ai eu à regarder un peu ce que vous faisiez dans ce domaine. Évidemment, c'est un enjeu d'un peu plus long terme, mais il se trouve que probablement l'intérêt à s'engager dans cette filière est un intérêt qui, dans ce contexte dans lequel on doit mesurer finalement l'assurance collective de la décarbonation, eh bien, est un intérêt qui peut se traduire plus facilement dans un business plan sur lequel on doit pouvoir, de manière plus rationnelle également, mobiliser par exemple des fonds publics. Et donc c'est une manière de dire que cette crise, elle ne crée pas que de l'incertitude. Je pense que pour nous, Européens, elle crée aussi des certitudes et il faut faire levier sur ces certitudes. Alors peut-être un dernier tour de table avant de rendre l'antenne.
Donc, si j'essaye de faire un petit peu la synthèse, j'ai l'impression que donc, pour vous tous, l'idée d'une bonne sanction, c'est une sanction qui soit quand même ciblée et qui soit davantage, en fait, une sanction prise sur un secteur clé de l'exportateur, en l'occurrence les matières énergétiques en Russie, etc. Donc, c'est plutôt ça, ou est-ce que c'est plutôt l'embargo sur nos propres produits, donc par exemple la destination de la Russie, le fait de, parce que c'est ce que disait Sergueï, c'est que ça avait aussi l'intérêt de priver de la nouvelle technologie, des nouveaux composants, etc. Donc, quelles est quelque part les sanctions que vous verriez comme idéales, en quelques mots? Alors, je ne sais pas par qui je commence. Je pense que quelque chose que j'ai déjà évoqué, que ça c'est une guerre très grande. Par exemple, M. Poutine a lancé mobilisation, c'est la 3e mobilisation dans l'histoire de la Russie. La première a été en 1914, le deuxième 1941 et c'est la 3e. Donc c'est la grande guerre en Europe. Donc il faut utiliser tous les leviers et donc les sanctions technologiques, les sanctions sur le pétrole pour dépriver M. Poutine de l'argent pour payer les soldats, les drones, acheter drones iraniens ou fusées dans tous les marchés, contourner les sanctions. Comme Marie déjà dit, contournement c'est coûteux. Et donc, il faut priver M. Poutine de l'argent. Et aussi, les sanctions individuelles sont utiles aussi. Donc, pour moi, utiliser tous les utiles, tous les instruments, parce qu'il faut arrêter cette guerre au plus vite. Parce que chaque jour de cette guerre est vraiment, vraiment, pas seulement tragique, mais aussi économiquement coûteux pour tout le monde. Le PIB global a diminué par $1 trillion cette année. C'est un grand chiffre. Pensez sur le sujet de transition écologique, lutte contre la pauvreté globale. On peut faire beaucoup de choses avec $1 trillion. Mais cette guerre a déjà détruit beaucoup de ressources économiques dans tout le monde, y compris l'Europe, les États-Unis et la Chine et l'Afrique. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut arrêter au plus vite. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que voilà, on a déjà des sanctions. Donc, moi, j'ai parlé du gel des avoirs, et donc une sanction qui est assez ciblée, et qui évite l'impact négatif sur la population. Avec cet outil-là, renforcer cet outil-là en ayant quelque chose de plus efficace. Donc, j'avais cité quelques pistes, comme c'est tout simplement en fait renforcer tout ce qui est politique de lutte contre le blanchiment d'argent. Avoir des lanceurs d'alerte, parler éventuellement de la confiscation plutôt que du gel, explorer en tout cas ces pistes pour renforcer l'outil qui existe déjà. Voilà, simplement. On voit que les sanctions, elles fonctionnent, puisque l'outil militaire de la Russie s'affaiblit fortement et on voit que c'est une vieille armée et que parallèlement à ça, l'Ukraine, grâce à nos technologies, elle augmente dans ce qu'elle fait. Donc on voit que les sanctions fonctionnent. Ce qu'il faut avant tout, c'est rétablir la paix. On ne peut pas aujourd'hui, en 2022, avoir encore des pays en guerre. Et ça, je ne comprends pas qu'on ait encore des pays en guerre. Donc il faut tout faire pour arriver à cette paix. Alors, comment on peut y arriver? En continuant en les affaiblissant, mais il faut vraiment arriver à la paix. On ne peut pas aujourd'hui se taper dessus, c'est plus possible. Et puis ce que disait Patrice, ça nous coûte, et Sergueï, ça nous coûte combien cette guerre tous les jours? C'est des millions d'euros qui servent à faire la guerre alors qu'on devrait faire la paix et puis être dans cette transition écologique. Aller sur l'hydrogène, je précise aussi l'hydrogène vert, parce qu'aujourd'hui on a surtout de l'hydrogène carboné en France et on peut avoir de l'hydrogène vert, mais ça coûte quand même très très cher. Donc cet argent de la guerre, si on peut l'utiliser pour la paix, c'est quand même ce que nous souhaitons tous au fond de nous-mêmes. Et puis j'ai aussi une petite pensée aujourd'hui pour Patrick Artus qui devait être avec nous, qui a un souci de santé, donc on lui souhaite un grand rétablissement tous ensemble. Merci. Pardon. Je laisse le micro. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur l'efficacité des sanctions qui nous a occupés. Simplement faire remarquer à quel point on a innové
dans la boîte à outils des sanctions, des sanctions smart dans tout domaine. Alors on va voir quelle est l'efficacité, mais il me semble qu'en tout cas on a considérablement nourri la boîte à outils des sanctions, compte tenu encore une fois de la singularité du problème qui est posé par la Russie, compte tenu de tout ce qu'on a dit. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est qu'il y a le front énergétique, mais il y a l'arrière-plan, et c'est nous, grosso modo. Et je suis frappé par, au contraire, la pauvreté de la boîte à outils qu'on utilise de telle manière à allouer le coût de la guerre, au moins transitoirement, des tensions macroéconomiques. Pour un pays comme la France, en 2020, on a importé à peu près, pour 25 milliards de pétrole et de gaz, 1% du PIB. En 2022, ça va coûter 4%. Donc c'est énorme, et on est très très mal armé pour allouer ce coût rationnellement. Vous avez compris qu'on a mis des boucliers partout, très très protecteurs pour les ménages, y compris des ristournes à la pompe qui sont inconsidérément de niveau de revenu, de nécessité de rouler ou non. Et par ailleurs, et je pense que Mme Sideuse va être d'accord, on a moins aidé les entreprises que beaucoup de nos voisins, et notamment que les Allemands. Donc là, on a disons, un problème de boîte à outils. Et puis la question se posera, et pour faire écho à ce qui vient d'être dit, la question se posera de la boîte à outils de la paix, une fois que la paix aura été signée. Parce que, évidemment, les coûts est sur l'Ukraine, et puis il faudra bien renouer de toute façon, parce qu'on ne pourra pas rester à distance indéfiniment. C'est notre voisin, donc il faudra renouer les liens, et ça va nous poser un problème qui est inédit et qui va demander également de la smartitude. Oui, Patrice, je rebondis parce que oui, on joue vraiment plus dans la même cour en France, et pourtant on est tous solidaires en Europe, mais c'est vrai qu'en Allemagne, on aide les entreprises avec 200 milliards d'euros. En France, on est aidé avec 10 milliards. C'est des sommes énormes, certes, mais on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. On ne joue plus non plus dans la même cour sur le prix du gaz, sur le prix de l'électricité. Donc, c'est compliqué. Donc, j'en reviens encore à mon début, acheter français. Oui, et je crois que d'ailleurs, peut-être pour quelques mots pour conclure, je crois que alors merci déjà à tous nos intervenants pour leurs interventions de qualité, et je crois que tout ça fait aussi apparaître qu'on est quand même dans un monde où la crise de la Covid avait déjà mis en lumière notre dépendance forte à la Chine. On a parlé de notre dépendance aux États-Unis, de notre dépendance à d'autres pays. Donc je pense que ça pose aussi la question de la relocalisation des activités, du consommé français, comme vous le disiez, et aussi de la manière dont on organise notre souveraineté énergétique, notre souveraineté tout court, et à pas mal d'égards. Et donc, ça invite à se reposer un certain nombre de questions, y compris sur la mondialisation. Donc, et d'ailleurs, c'est l'objet aussi d'autres conférences au sein des GECO que je vous invite à écouter sur ces questions de démondialisation et de mondialisation. Donc, merci à tous, en tout cas, pour votre présence.